Tov, shalom à tous, Raverim, Parashat Vaishlach. On va parler d'un tout petit événement dans la paracha, d'accord? C'est vraiment quelques psukim, c'est presque un détail, mais c'est un événement qui m'a toujours un petit peu déconcerté, ok? Un petit peu bizarre. On va lire ensemble dans les psukim, et en vérité, de ce détail-là, grâce au Rav Kook dans Enaya, on peut apprendre un principe qui est essentiel pour toute l'étude de la Torah en général. Mais c'est-à-dire, de quoi on parle? Alors regardez devant vous la source numéro 2. Vatamot Rachel Vatikaver Bederer Ephrata. Ok, donc on est juste après la mort de Rachel. Vayasev Yaakov Matseva al Kiburata, Imatsevat Kiburat Rachel Adayom. Il l'a enterré donc dans le chemin pour aller vers Ephrat, mais c'est-à-dire, et ok. Et juste après, Vaïssa, Israël, Vayet, Arlo, Mehala, Vaishkon Israël, Be'eret, Saï. Donc Israël, c'est Yaakov et tous ses enfants, ses femmes, toute sa famille, ce petit peuple en fait. Et là, il se passe un événement un peu bizarre. Vayeler, Reuven, Vaishkav, et Bila, Pilegesh Aviv, virgule. Vaishma Israël. Là, il y a un truc très bizarre, c'est une paracha ptucha au milieu du pasouk. Ok, c'est assez rare. Vaïub ne Yaakov, Shnem Asar. Donc si on traduit, donc Reuven, donc il est allé et il a couché Bila. Okay, c'est comme ça qu'on traduit littéralement. Il a Vaishkav et Bila, il a couché Bila. Donc Bila, c'est la servante de Rachel, d'accord, qui est donc aussi une des femmes de son père. Ok, Pilegesh Aviv, Vaishma Israël, et Israël, donc Yaakov, a entendu. Et là, il y a une paracha ptucha, il y a une sorte de grand vide, alors que c'est pas la fin du verset. Et on nous dit, Vayu, Bene Yaakov, Shnem Asar, et les enfants de Yaakov étaient 12. D'accord? Donc très bizarre. Ça veut dire quoi ce truc qu'il a couché Bilha? Alors ok, tout le monde connaît Rachid. Non, il n'a pas couché Bilha, il a juste inversé les lits, etc. Mais en tout cas, dans les mots, il y a marqué qu'il est allé, il a couché Bilha, il y a un espace vide, et les enfants de Yaakov étaient 12. Très bien. Et on passe à complètement autre chose. Benéléa, Bechor, Yaakov, Réhouven, Véchimon, on va énumérer maintenant les enfants de Yaakov, on passe complètement à autre chose. Donc c'est quoi ce petit événement? Qu'est-ce qu'il nous apporte et qu'est-ce qu'il veut dire? A priori, ça a l'air d'être négatif. D'accord? En tout cas, Vaishkav, ok, Vaishkav, c'est comme en français. Donc ça veut dire à la fois une position allongée, d'accord, mais ça laisse entendre quand même qu'il s'est passé quelque chose avec Bila. Et regardez la source numéro 2, je vous ai amené les psukim dans la fin de la parashat Vayechi, donc quand Yaakov est sur son lit de mort, et il va bénir chacun de ses fils. Ce n'est pas que des brachot, hein, c'est aussi, il leur dit toutes sortes de vérités. Et voilà ce qu'il dit à Réhouven. Réhouven, Bechori Ata, Kochi Bereshit Oni, Yeter Seed Veyeter Aroz, Pachaz Kamaim, Altotar, Ki Alita al Mishkave Avira, Az Chilalta Yetsuri Ala. Ok, en français, tu as perdu ta noblesse car tu as attenté au lit paternel, tu as flétri l'honneur de ma couche. D'accord? Donc, Yaakov reproche à Réhouven cet événement-là qui s'est passé avec Bila. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que ça nous apprend? Donc, a priori, dans les psukim, donc, on appelle dans la Torah écrite, c'est quelque chose de négatif. Mais ce qui est très étonnant, c'est que dans la Torah orale, okay, dans la Gemara, Shabbat, Daf Nunhe, on nous dit comme ça. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Kol haomer Reuven chata, eno ela toe. Tout celui qui dit, qui pense que Reuven a fauté, se trompe. D'accord? Donc, il va falloir nous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, et la preuve, c'est quoi la preuve de la Gemara? Chez Neymar, Vaïou, Beni, Yaakov, Shnemasar, après, vous vous rappelez dans le Passouk, il y a comme ça une sorte d'espace vide juste après. Donc, il a couché Bila, Vaishma Israël, il a entendu Yaakov, espace vide, et les enfants de Yaakov étaient 12. La Gemara amène cette partie-là du verset comme preuve pour dire Melamed Sheshkulim Keachad. Ça nous apprend qu'ils étaient tous égaux. Donc il n'y en a pas un qui a fauté ou qui a perdu quelque chose par rapport à un autre. Et là, la Gemara continue et elle pose la question, et là, Ma'ani Mikayem,
Vaishkav et Bila Peligesh Aviv. Ok, d'accord, il y a marqué qu'ils étaient 12 et que donc ils sont tous égaux et que donc il n'a pas fauté. Très bien, mais alors comment tu m'expliques les quelques mots qu'il y a juste avant, c'est-à-dire qu'il a couché Bila? Ok, Ma'ani Mekayem, comment est-ce que j'entends, comment est-ce que je comprends cette partie-là du pasouk? Et il nous dit, Melamed, chez Bilbel, Matsao, chez Aviv, ou Maale Alavakatouf, Keilu, Shachavet Bila. C'est-à-dire, ça nous apprend qu'il a Bilbel, okay, qu'il a déplacé la couche de son père, donc de la tente, après eux, de la tente de Bila à la tente de sa maman, à la tente de Léa, et Ma'ale Alavakatouf, et l'écrit, donc la Torah écrite, le pasouk, Ma'ale Alavakatouf, Keilu, Shachavet Bila, écrit comme si il avait couché Bila. Ok, donc si je résume cette Gemara, ne crois surtout pas que Réhouven a fauté comme tu pourrais l'entendre, parce qu'il y a quand même marqué Vaishkav, donc ça laisse entendre qu'il aurait pu fauter avec Bila. Ne dis pas ça, ne pense pas ça, puisqu'il y a marqué qu'ils étaient 12, et donc ils sont tous égaux en tzidkout, ils sont tous tout autant tzaddik l'un que l'autre, donc il n'y a pas fauté. D'accord, alors dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il y a marqué ça? Pour nous dire qu'en réalité, il a juste déplacé la couche et que c'est comme si il avait couché Bila. Donc là, il y a plusieurs questions. S'il n'a pas fauté, pourquoi est-ce qu'on l'écrit de cette manière? Et pourquoi est-ce que avoir déplacé la couche de Yaakov, c'est comme si il avait fauté? D'accord? Et là, heureusement qu'on a le fameux Enaya du Rav Kook Besséder, donc sur Maseret Brachot et Maseret Shabbat. Donc le Enaya, je le rappelle, c'est le commentaire du Rav Kook sur le livre En Yaakov, qui a condensé toute la partie Agada de la Gemara. D'accord? Si la Gemara se divise en gros entre partie Halacha, donc le comment faire, et la partie Agada, qui va être peut-être plus le pourquoi. Okay, ce sera là-bas les concepts, le monde du Moussar, le monde de la Emouna, qui vont être habillés dans toutes sortes d'histoires, parfois bizarres, des midrashim. Et si on va dire que par exemple le Rif, lui, quel travail il a fait? Ben, il a enlevé toute la partie Agada pour garder seulement la partie Halacha, et pas toute la partie Halacha, celle qui pense que c'était la Halacha, d'accord? Donc en fait, il a entre guillemets épuré le Shas, Ken, le Talmud Bavli, pour en garder seulement la Halacha. Et ben, le En Yaakov, il a fait exactement l'inverse, d'accord? Donc il a gardé seulement le côté Agada, et vient le Rav Kook et d'autres pour commenter ces Agadot, et en général, c'est hyper satisfaisant parce que ça nous réconcilie en fait un petit peu avec ces agadotes qui sont parfois bizarres, pas forcément parlantes pour nous aujourd'hui, on ne comprend pas, mais qu'est-ce que ça vient de nous dire, etc. Et là, le Rav Kook, il explique tout et finalement, ça devient non seulement très parlant pour nous, mais on se rend compte à quel point ça rentre dans les mots de manière naturelle. Enfin, c'est magnifique, mais on a Enaya seulement sur Maseret Brachot et Maseret Shabbat. En tout cas, là, c'est dans Maseret Shabbat, donc on a de la chance. Qu'est-ce qu'il dit le Rav Kook sur cette Gemara? Il dit comme ça: Areshimot Agdoshot, chez Kol Hameorot, chez Alpi Achorma Elohit Eliona, Tzrichot Hine Leikatev Batora, Akol Shakul Bekav Mishpat Eloki. C'est-à-dire que les événements qui se passent dans la Torah, comment ces événements-là doivent être écrits, c'est mesuré de manière extrêmement exacte par la sagesse divine, c'est-à-dire sur comment on va écrire tel et tel événement pour que ça fasse le bon rochem, c'est-à-dire la bonne impression chez nous, les lecteurs, enfin les détenteurs de la Torah, ceux à qui on donne la Torah en fait, ceux qu'on veut qu'ils lisent la Torah. Qu'est-ce qu'ils doivent ressentir lorsqu'ils lisent tel ou tel événement? Okay, un événement, ça peut se raconter d'une tonne de manières différentes. D'accord? La Torah, c'est pas le journal, c'est pas un livre d'histoire. On va pas seulement te raconter des faits, d'accord? Il y a clairement une volonté derrière. Comment est-ce qu'on te raconte tel et tel fait? Quel personnage on met en avant? Qu'est-ce qu'on dit de ce personnage, etc. Tout ça, c'est calculé pour que ça fasse chez nous la bonne impression. D'accord? Et il continue, il dit Vekacher oto amouvan shel sipur. Hayesod apenimi shebo shehu tsarich lirshom banefesh im yetoar kefi pshuto lo nuchal merachok lifamim leavin et ikar erko.
C'est-à-dire, il y a parfois des événements où si on l'écrit exactement comme il s'est passé, on ne pourra pas, merachok, c'est-à-dire nous qui n'ont pas vécu l'événement, okay, qui vont seulement le découvrir à travers le texte, on ne pourra pas comprendre exactement sa valeur si on l'écrit selon le pshat. D'accord? Donc c'est le cas ici. D'accord? C'est-à-dire que si on avait écrit et Réhouven est allé changer la couche de son père. Voilà, et Yaakov a entendu, mais ne vous inquiétez pas, les enfants de Yaakov sont 12. On aurait encore moins compris. C'est-à-dire que là, au moins, on ne comprend pas pour l'instant, d'accord, mais au moins, ça nous interpelle. Vaishka, il a couché, ok, ça nous interpelle. Il y a quelque chose de grave qui s'est passé apparemment. Ça laisse entendre quelque chose de grave. S'il y avait juste marqué qu'il avait changé la couche, on aurait encore moins compris. Et donc, il y a parfois des événements qui se sont passés. Donc là, ce que veut nous dire le Rav Kook, c'est que il va selon donc la Gemara, c'est-à-dire que la Torah orale nous dit qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'il a interféré la couche. D'accord, mais si on l'avait marqué comme ça n'aurait pas fait la bonne impression sur nous. On va essayer de comprendre pourquoi dans 2 secondes, mais c'est-à-dire qu'il fallait le marquer d'une autre manière. Et c'est pour ça qu'il y a marqué ici, dans ce cas-là où si on le marque selon le pshat, ça ne fait pas la bonne impression, alors, Nishkol Beshekel HaKodesh, on va peser, mais de manière très précise, Alpi El Deot, donc selon une sagesse divine, Be'ezelevouch Yitlabesh Asipour. Comment est-ce qu'on va, entre guillemets, habiller cette histoire, okay? Avec quel mot on va utiliser pour décrire ce qui s'est passé de la manière à ce que ça fasse chez nous la bonne impression. Et c'est pour ça qu'on a, que la Torah écrite, en tout cas, a choisi le terme de coucher. Pas parce que ça s'est passé, mais pour que ça fasse l'impression chez nous de quelque chose de grave, comme s'il avait couché. Maintenant, nous dit le Rav Kook, il peut arriver que, d'accord, on a choisi donc un certain habit à cette histoire, donc en fait on n'a pas exactement dit ce qui s'est passé, on a choisi des mots un peu plus, on va dire, violents pour que ça crée une impression, une certaine impression chez nous, très bien, mais parfois ça peut, entre guillemets, déborder. Okay, comment ça déborde? Donc là, si je résume, on a choisi le mot coucher pour que ça fasse l'impression qu'il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé. Ça, c'est ce qu'on voulait, très bien. Mais ça peut déborder. Comment ça peut déborder? On peut se dire, ah, ok, donc Réhouven, entre guillemets, est un fauteur. D'accord? Réhouven a fauté. Et là, en fait, ça déborde. On veut qu'on comprenne quelque chose de grave qui s'est passé, mais malgré tout, on ne veut pas que le lecteur ait une idée fausse de Réhouven. D'accord? Et c'est là que vient en fait la Torah orale, quelque part, nous sauver de ça, nous équilibrer. D'accord? C'est pour ça qu'il dit ou baiser hamalach titached, d'accord? Donc vont s'unir en fait la Torah orale et la Torah écrite pour qu'on ait exactement la bonne impression. C'est-à-dire que d'un côté, il s'est passé quelque chose de grave, Torah écrite, Vaishkav, et d'un autre côté, tout celui qui dit que Réhouven a fauté se trompe, d'accord? Réhouven n'a pas fauté, mais il s'est passé quelque chose de grave. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, les deux à la fois, et alors pourquoi on n'a pas directement marqué dans la Torah écrite Réhouven a interféré les couches? Parce que là, jamais on se serait dit que c'est grave. Okay, parce qu'on serait bon, ok, il a interféré les couches, là non. Là, la Torah nous dit, c'est comme si, ce que dit la Gemara, Ma'aleh à Katouv, c'est comme s'il avait, fait cette faute. La première partie de ce texte de Enaya, c'est une introduction en fait à quel point c'est vital, c'est essentiel d'étudier la Torah écrite avec la Torah orale. À quel point on peut voir que si on a l'un sans l'autre, en fait, on est complètement déséquilibré. D'accord? Si quelqu'un veut dire, non, moi je n'ai que ce qui est écrit, d'accord, et je comprends que ce qui est écrit, et puis bon, ça, d'accord, c'est tel ou tel commentaire de telle ou telle personne. De la manière que moi je pourrais commander la Torah. Non, il se trompe en fait. C'est-à-dire que la Torah écrite et la Torah orale sont une seule et même chose. Peut-être le papa et la maman, d'accord, qui agissent ensemble avec un calcul qui précède chaque mot qui est choisi, on va dire comme ça dans la Torah écrite, mais comme ça dans la Torah, pour qu'ensemble il y ait l'équilibre idéal de ce que je dois comprendre, de ce qu'on veut me faire comprendre. Et donc si je coupe l'un des deux, eh bien, je suis déséquilibré et je n'arrive pas à la compréhension qu'on attendait de moi en fait. Donc ok, mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que la Torah orale quelque part, elle vient nous sauver
d'avoir une mauvaise idée de Réhouven, d'accord? Si on lit seulement la Torah écrite, hein, on se dit, mais quoi, Réhouven il a fauté, etc. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et vient la Torah orale, et elle vient, entre guillemets, nous rééquilibrer. Non, non, tout celui qui dit que Réhouven a fauté se trompe, et elle nous amène comment est-ce que c'est quand même allusionné dans le verset, etc. Très bien. Mais malgré tout, maintenant, même une fois qu'on a dit ça, il faut comprendre, ok, mais pourquoi est-ce qu'on a choisi dans la Torah écrite de nous choquer? Parce que c'est ça voilà, on a choisi de marquer Vaishkav pour nous choquer. On veut qu'on soit déconcerté par ce mot, qu'on se dise, mais il s'est passé quelque chose, il s'est passé une faute, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce qu'on a choisi de nous fauter? Ou peut-être, si je repose mieux la question, pourquoi est-ce que c'est si grave qu'il ait changé les couches finalement? Si c'est ça qui s'est passé, d'accord? Si la Torah orale me dit non, non, je vais te dire vraiment ce qui s'est passé, vraiment passé, c'est qu'il a interféré les couches, c'est tout. Le lit, quoi, qu'il a changé la place du lit de Yaakov, de la tente de Bila à la tente de Léa. Voilà ce qui s'est passé. D'accord? Alors pourquoi est-ce qu'on on attendait de moi d'être choqué de ça? Pourquoi est-ce que c'est si grave? D'accord? Et donc là, c'est la deuxième partie du Hanaya, regardez. Peulat Avot, הגדולה מאוד על ישראל היא כוללת גם כן שכל פרטי סדרי החיים פעלו את פעולתם על האומה בהווה ובעתיד, וקל וחומר בעבר, il y a un concept qui s'appelle Maaseh Avot Siman Labanim. D'accord? Donc, ce qui est arrivé à nos patriarches, donc au père de la nation, si vous voulez, à l'ADN de la nation, va être un siman pour les générations futures, pour les enfants. D'accord? Un siman, c'est, on traduit par signe, signalisation. En tout cas, ça va nous indiquer quelque chose. D'accord? C'est-à-dire que ce qui est arrivé à nos pères va indiquer quelque chose aux enfants. Il y a un lien, d'accord, entre ce qui est arrivé au père et ce qui arrive ensuite aux générations futures. Et là, le lien que va décrire le Rav Kook, c'est pas seulement une allusion. Voilà, s'il leur est arrivé comme ça, alors c'est que ça, non, pas du tout. C'est vraiment comme l'ADN en fait. Si on étudie l'ADN de quelqu'un, alors on peut comprendre pourquoi est-ce qu'il a tel et tel phénomène. C'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que lorsqu'on étudie ce qui est arrivé, leur vie et tous les détails, c'est un petit peu ça qu'il va dire ici, tous les détails de la vie de nos ancêtres, donc surtout de Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont donc l'ADN du peuple juif, lorsqu'on étudie les détails de leur vie, ça nous indique, on peut comprendre un vécu en fait du peuple juif à toutes les générations. Pourquoi est-ce qu'il se comporte de telle et telle manière? Qu'est-ce qu'il porte en lui voilà, comme attitude collective? Ça vient en fait de l'ADN. Okay, tu vois dans l'ADN, ah d'accord, s'il y a telle et telle, je sais pas, telle et telle mutation, telle et telle chose, alors ça va faire ce qu'on appelle l'effet papillon. D'accord? Donc il y a un tout petit truc que tu vas changer dans les détails de l'ADN va avoir un effet papillon sur tout le reste du corps, okay, du développement ensuite de l'être. Et c'est pareil pour Am Israël. C'est-à-dire que ce qui se passe dans la maison de Yaakov, ce qu'il va dire ici, eh bien, a un impact papillon, d'accord, exponentiel sur le peuple juif des générations futures. Et donc, si Yaakov a choisi, d'accord, de mettre sa couche, son lit, dans la tente de Bila, ça nous paraît à nous un détail. Bon, voilà. Okay, Rachel vient de mourir, il y a encore 3 femmes. Bon, bah, il avait été chez Bila. Ok, c'est la servante de Rachel. Eh bien, ça nous paraît un détail, mais en vérité, c'est un détail autant que, si tu veux, tel chromosome est un détail. D'accord? Donc, c'est pas un détail. Donc, c'est quelque chose qui va avoir un impact énorme. Et donc, si Réhouven vient et change le lit de Yaakov de place, qui nous paraît à nous de loin, c'est bon, d'accord, c'est pas, okay, peut-être c'est un petit manque de respect envers son papa, très bien, bon. Non, c'est beaucoup, beaucoup plus grave. Tout ce qui se passe au niveau micro dans la maison de Yaakov va avoir des répercussions au niveau macro et au niveau générationnel sur tout
Am Israël. D'accord. Dans les mots, Aruach Hashoer Bevet Yaakov Sheal Shemo Nikrenu Kulanu, c'est-à-dire qu'on est tous appelés au nom de Yaakov, on est les bénés, Yisraël. Donc tout ce qui se passe chez Yisraël, en vérité, se passe aussi chez nous. Ou mitaler gamata bekirvenu vechol haor shebetocho ou meir bilvenu adead. Toute la lumière qui est dans dans la maison de Yaakov, finalement, va nous éclairer pour toujours. Très bien. Ve'im avar ala baitaz eze rochem arpi. Si il est arrivé sur cette maison-là, donc sur cette construction chromosomique, d'accord, quelque chose, eze rochem arpidi, une sorte de une confusion, d'accord, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Ini aussi gamalenu et rishumo. Il va agir aussi sur nous, ve'anu sovlim ou mitodedim les aéros, et on va en souffrir et on va devoir se confronter à ça, etc., etc. Donc ça a des grosses répercussions. Et donc il nous dit ve'im eze ruach avar ve'aliede eze sirsur pnimi nitkavetz meat oro shel Israël. Meofia Bechol Rozo Babait Pnima, si à cause d'un petit conflit intérieur, d'accord, il y avait un petit conflit entre Réhouven et son père, d'accord, c'est-à-dire que Réhouven, pourquoi est-ce qu'il a fait ça dans le Pshat, pourquoi est-ce qu'il a fait ça, Rachel vient de mourir, et donc ce qu'il veut, c'est que son père aille habiter avec Léa, avec sa mère. Le fait qu'il ait habité avec en fait la servante de Rachel, ça le peine. Bon, ça c'est dans le Pshat, d'accord. Et Yaakov, on ne sait pas encore pourquoi, mais en tout cas il a mis son lit là-bas. Donc il y a un petit conflit, un conflit intérieur, interfamilial, d'accord. Mais si à cause d'un petit conflit interne, nitkavet meat oro, c'est-à-dire la lumière qui est censée sortir de cette maison, c'est un tout petit peu ramoindri, donc à ce moment-là, il y a eu un petit conflit, okay, donc c'était un petit peu moins lumineux dans cette maison. Eh bien, hein, en vérité, Hine likui orze magia lanu mechakim betor bgima gdola verabaterer. C'est-à-dire ce petit manque de lumière de cette époque-là arrive chez nous comme une énorme obscurité, en fait, comme un énorme manque de lumière. Voilà ce qu'on a dit, donc l'effet papillon. Et donc c'est pourquoi, dit le Rav Kook, la Torah écrit un mot choquant, okay, dit shachav, pour dire ce que Réhouven a fait, c'est grave. Ça, on doit avoir conscience que ce qu'il a fait, c'est grave. C'est aussi grave, c'est aussi choquant que s'il avait fauté. D'accord. Après, et donc ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre, c'est pour ça qu'on va marquer le mot shachav. D'accord. Juste après, on va mettre un vide et on va quand même mettre une allusion que oui, mais ils étaient 12. Et nous dira la Torah orale, nous dit qu'il n'a pas fauté comme tu le crois. Là, il a fauté comme tu le crois. Mais en tout cas, c'est très important que tu saches qu'il s'est passé quelque chose de grave, peut-être pour justement savoir se confronter à ça. Se confronter. C'est-à-dire que si on nous avait juste écrit, voilà, il a interféré les couches, bon, bah, on ne sait pas trop si on se serait attardé là-dessus. Là, on est non, il a fauté. Après, on dit non, en fait, il n'a pas fauté, mais en tout cas, c'est grave. Et donc, maintenant, on va devoir se poser la question, d'accord, mais pourquoi c'est grave? Alors, ici, le Rav Kook, pour le coup, ne répond pas à cette question. C'est-à-dire que dans ce texte de Henaya, il vient juste nous dire que la Torah écrite et la Torah orale se complètent de manière totalement harmonieuse et que l'un ne va surtout pas sans l'autre et que ce serait très dangereux. Très bien. Il vient nous expliquer aussi pourquoi, parce que dans ce cas précis, on a écrit un mot choquant pour parler de l'acte de Réhouven, parce que tout ce qui se passe dans la maison de Yaakov a des répercussions énormes, et donc s'il a fait même quelque chose qui me paraît être un détail, finalement c'est très grave, mais la Torah orale vient de dire que lui-même, en tant que personne, en tout cas, n'a absolument pas fauté une faute grave, d'accord. Mais il ne répond pas à la question pourquoi est-ce que c'est si grave d'avoir changé les coups. Il dit comme ça, il dit c'est grave parce que c'est un détail, donc il y a une sorte de conflit intérieur dans cette maison, et donc ça réduit un petit peu la lumière qui doit éclairer, d'accord, mais il ne va pas expliquer, ici en tout cas, jusqu'au bout, quelle est la nature de cette obscurité qui est apparue à cause de l'acte de Réhouven. Qu'est-ce que ça a fait chez nous, chez Am Israël, qu'il ait interféré le lit de Yaakov, de la maison de Mila, la maison dans le tente de Mila, la tente de Léa. Et donc là, je me lance un petit peu dans une spéculation, d'accord. Je ne l'ai pas vu écrit nulle part, mais on va dire ça se base sur
des choses qui sont assez connues, que Am Israël donc, a été fondé à partir de 4 femmes, mais qui en fait en sont 2. D'accord? C'est-à-dire que Rachel et Léa et leurs servantes. Mais leurs servantes, finalement, c'est un petit peu comme la prolongation de leur personne. D'accord? On ne voit pas que les servantes ont une essence à elles ou quelque chose qu'elles apportent. Disons que c'est surtout Rachel et Léa. Et Rachel, dans certains textes, est appelée Alma de Idgalia, d'accord? Donc le monde dévoilé, d'accord? Celle qui s'occupe, on va dire, beaucoup plus du présent, d'accord? Son fils, c'est Yosef, qui sait très très bien organiser le monde. Euh, Son nom, c'est Yosef, qui vient rajouter, ok? Donc il vient organiser comme ça ce monde-ci. Et Léa, le Alma de Itkassia, le monde du voilé, qui n'existe pas encore, peut-être le futur plus, d'accord? Et que l'harmonie entre ces deux forces qui a priori s'opposent mais en vérité se complètent, vont construire, on va dire, enfanter donc les 12 tribus, et ces 12 tribus vont être une sorte d'harmonie de ces deux forces-là, d'accord? Et comment trouver l'équilibre entre ces deux forces, d'accord? Donc on va dire entre la tendance à construire le présent, d'accord, à organiser la matière, et la tendance à être dans des mondes spirituels, d'accord? Cet équilibre-là que Am Israël est censé trouver, il est extrêmement fin. Il est extrêmement fin. Et on peut imaginer que Yaakov, qui a tout à fait conscience qu'il est en train de bâtir un peuple, et pas n'importe quel peuple, qui a une mission, qui a justement cet équilibre-là à trouver, entre autres, eh bien, il sait ce qu'il fait. D'accord? C'est-à-dire qu'il sait très bien qui est Rachel, il sait très bien qui est Léa, et donc, lorsque Rachel meurt, le fait qu'il aille habiter de manière plus fixe dans la tente de Bila, donc la continuité de Rachel, bah, c'est pas pour rien, c'est-à-dire que c'est calculé chez lui. C'est-à-dire, d'accord, il y a apparemment un besoin de mettre l'accent sur ce que représente chez Am Israël, en tout cas cette force-là qui est Rachel. Et, et Réhouven n'est pas d'accord avec ça, d'accord? Donc c'est-à-dire que ce conflit-là, de mettre plus l'accent, on va dire, sur le côté spirituel, eh bien, va causer des dégâts. C'est-à-dire que si on peut être déséquilibré entre notre tendance au spirituel et notre tendance à améliorer ce monde-ci. C'est un texte du Rav Kook qui explique sur lorsque Yaakov s'est battu avec Esav et ensuite il boite. Il explique là-bas que le fait qu'il boite, donc c'est une conséquence d'être battu avec Esav, et Esav c'est finalement justement le monde de la matière par excellence. C'est-à-dire qu'après s'être battu avec Esav, on pourrait dire que c'est après avoir été en exil dans les pays où c'est la culture d'Esav qui règne, donc on va dire en Europe par exemple, euh, les pays occidentaux, où on s'est battu contre cette philosophie essavique que c'est seulement ce monde-ci qui compte. Et comment on s'est battu? Bah, on est devenu très très religieux. Très, très, on a mis un accent beaucoup beaucoup sur le spirituel, et en fait ce monde-ci il est entièrement mal puisqu'il est géré par Esav. Et c'est vrai que quand il est géré par Esav, il est négatif. Et donc en fait on s'est complètement, on va se battre contre ça, on s'est complètement séparé de ce monde. Ok, très bien, mais une fois qu'entre guillemets on a fini de se battre contre lui, par exemple on est revenu chez nous, alors on est déséquilibré, on boite. D'accord? C'est-à-dire qu'on on va avoir du mal à retrouver une relation normale à la matière, d'accord? À avoir une économie, à avoir une armée, etc. On s'est habitué en tant qu'un vrai juif, c'est pas un juif voilà, qui va travailler la terre, c'est un juif qui étudie la Torah, etc. Ça sera une sorte de déséquilibre qui se rééquilibre, parce qu'on voit que Yaakov il boite, mais pas pour très longtemps. C'est-à-dire qu'on nous rappelle qu'il boite, et puis après on le rappelle moins. Donc de Yaakov, justement, voilà, qui est tortueux, ça devient Israël qui est droit et qui marche droit, etc. Mais en tout cas, il y a un déséquilibre. Et là, ça peut être un petit peu pareil, en fait. C'est-à-dire que Yaakov, il sait ce qu'il fait, il sait quel équilibre il veut trouver, et Réhouven, il pense différemment, et ça peut avoir, et peut-être que mais ça c'est une spéculation complète, voilà, il faut juste méditer en tout cas qu'est-ce que ça a créé chez nous, mais on peut se dire que peut-être le fait d'avoir
interféré donc le lit de Yaakov, d'avoir voulu le mettre dans la tente de Léa. Peut-être que justement ça a créé chez nous une sorte de prépondérance au monde de Léa, d'accord? Donc ça veut dire à être parfois peut-être trop dans le spirituel, à des moments où il faudrait un peu plus utiliser les forces de Rachel, de Yosef, pour voir comment en fait améliorer ce monde-ci. En tout cas, ça, c'est pas marqué. On pourrait faire d'autres spéculations, d'accord? Le fait qu'il y ait eu par exemple un conflit entre Reuven et Yaakov, donc un conflit finalement père-fils, Ken ou fils-père en fait. Peut-être que ça se retrouvera malheureusement plus tard. Ok, on sait que David Améler, par exemple, son fils s'est rebellé contre lui, a voulu régner à sa place, etc. Donc peut-être que c'est quelque chose qui nous a suivis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a quelque chose de cet événement-là euh, qui a une influence sur nous, qui a réduit un petit peu la lumière qui aurait dû nous éclairer, et que ça vaut le coup d'y réfléchir. Voilà. Donc ce qu'on a appris, c'est en tout cas l'importance de l'union de la Torah orale et de la Torah écrite, et l'importance de l'équilibre des forces chez Am Israël, Chazak ou Baruch.